phénomène étrange dans le ciel de Montréal. Un faisceau lumineux aurait été aperçu. Mythe et complot. Je suis convaincu que j'ai vu quelque chose qui est pas fait par des terriens, là. Avec Christian Page. Ça, c'est inquiétant. Bon, alors, on a 2 gagnantes. Là, je peux pas croire. Là, est-ce que tu peux demander à Diane si on peut avoir un autre paquet de billets? Parce que j'ai Patrice qui m'a écrit puis il a la bonne réponse. Fait que là, on va envoyer quelques hommes au salon de l'auto, ça cramouille. Écoute, Daniel Gagné et Laurence Potel, les gagnantes. Et la réponse, Christian Page? C'est 1990. C'est quoi la question? La question était, en quelle année a-t-on observé un ovni au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure? Exactement. Bonaventure, c'est 1990, 7 novembre 90. Exactement, Voilà, c'est ça. exact. Alors, c'est ça la réponse. On a fini la chronique, on met de la musique? Alors, Christian, pourquoi reviens-tu avec ce sujet des ovnis au-dessus de Montréal? En fait, il y a de très nombreux auditeurs qui m'ont écrit pour avoir cette information-là. Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire d'OVNI au-dessus de l'hôtel Bonaventure, tout ça? Et effectivement, je connais bien le sujet puisque j'ai été l'un des principaux enquêteurs sur l'incident à l'époque. Mais pourquoi je reviens aujourd'hui avec cette histoire? Bon, parce que je trouvais que l'occasion s'y prêtait bien, parce que en décembre dernier, dans la soirée du 16 au 17 décembre dernier, au-dessus du casino de Montréal, des gens ont rapporté avoir observé un phénomène lumineux mystérieux. Donc, étais-tu du nombre des joueurs? Au casino? Au casino, je pense. Bon, évidemment, c'est pas forcément un endroit où la sobriété est de mise. S'il y a dans le siège, c'est rassurant. Party de bureau, là. Hey, c'est Georgette! Oui, c'est ça. Elle est en train de nous mouner. Oui. Okay. Bon, donc, avec un peu de sérieux, donc, apparemment, je te rapporte les faits tels qu'ils ont été rapportés. Vers 20 heures à peu près, des gens qui étaient des habitués du casino observent au-dessus de l'endroit des lumières dans le ciel. Il faut se rappeler à ce moment-là qu'il y a une importante couche nuageuse sur Montréal, des nuages remplis de cristaux de glace, et on voit donc cette masse lumineuse qui apparaît sur les nuages. On n'a pas de photographie au moment où le phénomène apparaît et bien sûr, on n'a pas non plus les circonstances dans lesquelles le phénomène apparaît. On sait que vers à peu près minuit 25, un autre visiteur du casino, lui, a pris plusieurs photographies du phénomène en question, lesquelles photographies sont aujourd'hui entre les mains d'un groupe d'ufologues de Montréal qui travaille à faire le décantage des informations. Les as-tu vues? Oui, j'ai vu ces photographies. Donc, là, je parle de mon point de vue personnel. Je n'ai pas mené cette investigation-là, donc je ne donne finalement qu'un point de vue à partir de ma propre expérience là, sur le terrain, parce que bon, ça fait quand même 35 ans que je fais ce travail-là. Ce que j'ai vu, moi, ne m'impressionne pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il s'agissait d'un reflet sur la couche nuageuse, comme on en voit souvent lorsqu'il y a des phénomènes lumineux au sol. Je sais que la première analyse est réalisée par ce groupe d'investigateurs de Montréal, exclut la possibilité que le phénomène soit un reflet dans la lentille de la caméra. Donc, tu sais qu'il existe, si tu prends par exemple un lampadaire en photographie, il peut y avoir une sorte de masse lumineuse qui va apparaître au-dessus du lampadaire sur ta photo, lorsque c'est produit par ce qu'on appelle un lens flare, un reflet dans la lentille. L'objet que l'on voit en ce moment, qu'on voit sur les photographies n'est pas de ce type-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas la réflexion d'une source lumineuse au sol. Si j'ai un projecteur au sol et que je photographie les nuages, je vais photographier le reflet dans le nuage, mais je photografierai pas forcément le projecteur qui est au sol. Et moi, j'ai l'impression que ce que l'on voit à cause des cristaux de glace qui étaient dans les nuages, compte tenu, on le sait que le casino est un endroit excessivement lumineux, il y a toutes sortes de lumières, j'ai tendance à croire que l'objet que l'on observait était de ces reflets-là. Ce qui m'étonne et ce qui vient supporter ma position, puis encore une fois, s'il s'agit d'une position purement personnelle, c'est qu'il n'y a pas, on n'a pas eu beaucoup de témoignages. C'est-à-dire qu'on sait que le casino est un endroit excessivement fréquenté. Comment se fait-il que les usagers habituels du casino n'aient pas noté cette masse lumineuse au-dessus du casino? Peut-être parce que eux la voient régulièrement puisqu'ils sont des habitués. Moi, je m'étonne en fait du nombre, en fait, peu élevé de témoins de cette manifestation. Mais est-ce que ça faisait du bruit? Est-ce qu'on a des détails? Non, c'était absolument silencieux. Ce que le témoin a rapporté, c'est qu'il s'agit de cette masse lumineuse sur les nuages. Il dit lui-même, le témoin, que cette masse nuageuse se modifiait au gré du mouvement des nuages. Encore là, qui vient supporter l'idée pas très crédible, hein? En fait, laissons les enquêteurs faire leur travail, mais moi, pour l'instant, je reste très prudent par rapport à ça. Et je sais, pour avoir reçu au cours des années de
très nombreux appels de gens qui me disaient voir des ovnis. C'était très souvent des jeux de lumière provoqués par des projecteurs au sol qui se reflétaient sur la couche nuageuse. Mais quand tu parles d'enquêteurs, tu parles pas de la police, là? Non, je parle d'un groupe privé, mentionnons-le, il s'agit de OVNI Alert. C'est un petit groupe d'enquêteurs qui s'intéressent à la question des ovnis. Mais excuse-moi, mais de toutes les alertes. Oui. Depuis 60 ans, là, mettons ouais. 60 ans, depuis Ouais, 1950. Oui. Y en a-tu une maudite qui a résisté à la vérification? En fait, on se retrouve en présence de phénomènes aériens non identifiés, non identifiables. Ils sont nombreux. Chaque année, des milliers de cas sont rapportés. On sait à peu près, là, de façon générale, que 90 à 95% de ces observations vont trouver une explication après enquête. Mais il y a toujours un noyau dur de 5 à 10% qui ne trouveront pas d'explication. Et ici, moi, je reste très prudent. 5 à 10% qui ne trouvent pas d'explication ne nous force pas, et je le répète, ne nous force pas à accepter que nous sommes visités par des extraterrestres. Donc, je ne fais pas cette association OVNI égale engin extraterrestre. Donc, évidemment, cette observation au-dessus d'un endroit aussi fréquenté que le Casino de Montréal a amené des gens à se dire, tiens, on dirait un peu le même truc qui s'était produit au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure en 90. Sauf qu'à l'époque, en 90, les circonstances ont été très différentes. Alors, allons-y dans le détail, allons-y dans l'aspect chronologique des Non, mais avant événements. que tu me parles Oui. de cet événement en 90, est-ce qu'il y en a eu d'autres au Québec? D'autres cas? Parce que celui de 90, c'est comme le plus célèbre. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres Oui, il y cas? a de très nombreux cas. Le problème dans l'investigation des ovnis, et c'est pourquoi le cas de 1990 tranche avec les autres, et je vais le raconter, c'est qu'on se retrouve en présence, au nombre des témoins, il y a eu un homme d'affaires montréalais qui, lui, a été témoin de la manifestation et a accepté d'investir de ses propres deniers pour aller au fond de l'investigation. Okay. Et ça a permis d'aller chercher un document étoffé, ça a permis d'analyser différents paramètres de l'observation et qui a amené finalement des conclusions de non identifiées à l'objet de Montréal. Les autres investigations, malheureusement, elles sont faites sur le terrain par des petits groupes d'amateurs, souvent pas formés pour faire ce type d'enquête. Et évidemment, puisqu'ils vont sur le terrain, ils le font bénévolement, ils sont attirés ou motivés par leurs propres croyances personnelles. Et évidemment, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que si tu vas voir un spectacle de Céline Dion de ton propre chef, parce que tu aimes Céline Dion, tu seras sans aucun doute moins objectif que si tu es un journaliste artistique et on te paye pour aller voir un spectacle. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas d'enquêteurs ufologiques au Québec qui sont payés pour le faire et qui vont sur le terrain. Il n'y a pas de support étatique. Il n'y a aucun organisme au Canada, ni au Québec, ni au Canada, qui est payé par le gouvernement pour enquêter sur ce type de manifestation. Et il n'y a non plus aucun support d'aucune université auprès de groupes ufologiques sur le terrain pour les supporter. Alors, ceux qui le font, ils le font bénévolement et ils doivent payer de leurs propres deniers les recherches qu'ils font sur le terrain. mais admets, Christian, que de tous les sujets sur la planète Oui. à enquêter et sur lesquels tu peux être obsédé, Oui. on le sait qu'il y en a plusieurs. Oui. Il me semble que les soucoupes volantes, les ovnis, c'est pas en haut d'une liste de la liste de priorités de gens qui ont autre chose à faire. Ah, absolument. C'est-à-dire, tu vois d'ailleurs, même à l'époque, à la fin des années 60, quand le gouvernement américain a décidé de lâcher, en fait, les investigations sur les ovnis, eux enquêtaient sur le sujet depuis 22 ans. Et en 1969, quand ils ont publié leurs conclusions, parmi les conclusions, ils disaient aucune de ces observations ne supporte l'hypothèse d'une visite extraterrestre. Et qui plus est, l'étude des ovnis est inutile et inintéressante sur le plan scientifique. En 1997, un groupe de chercheurs se sont réunis, un groupe de chercheurs supportés, cette fois-là, et payés par le milliardaire Lawrence Rockefeller, se sont réunis parce que Rockefeller s'était posé la question pourquoi les scientifiques n'étudient pas les ovnis puisque ça semble si intéressant. Et les scientifiques ont répondu parce qu'on n'est pas payé pour le faire. Donc, on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre et les scientifiques, comme n'importe qui, ont des hypothèques à payer, des familles à faire vivre et la première recherche d'un scientifique n'est pas la vérité avec un grand V, mais c'est la recherche d'argent pour faire de la recherche. Et les organismes subsidiaires qui fournissent de l'argent à la recherche
recherche, on le comprend, eux veulent une retombée économique à court ou à moyen terme de leur investissement. Et comme je le dis souvent en blague, si deux scientifiques présentent un projet, un pour étudier les ovnis et l'autre la mousse verte sur les crotons, c'est sûr que c'est la mousse verte, c'est les crotons qui gagnent. Parce que les ovnis, je ne tirerai pas dessous de cette investigation, à moins peut-être quelques principes d'aérophysique ou quelque chose comme ça, mais c'est difficile. Alors que la mousse verte, c'est crotons, qui sait? Peut-être pourrais-je développer un médicament ou quelque chose du genre, et ça semble plus prometteur. Ou juste sauver l'industrie du croton. Ou qui sait? C'est ce qui est possible. Reste là, Christian Page, on Le revient. cercle des fermières. On revient après la pause. Vous écoutez Guy Trisac, l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Christian Page, parle-moi donc de ce qui est arrivé en 1990 au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Oui, encore une fois, faut féliciter le travail des ufologues de terrain. Comme je l'ai mentionné juste avant la pause, ces gens-là font un travail bénévole sur le terrain. C'est vrai qu'ils sont pas toujours objectifs. C'est vrai qu'ils sont souvent motivés par leur simple croyance. Mais quand même, ils font un bon travail de décantage. Ils réussissent à colliger de l'information. Et sans eux, le patrimoine ufologique québécois aurait disparu. Donc, on en revient à cette observation de 1990 qui, encore aujourd'hui, 20 ans après, continue de faire jaser. On se trouve, il est à peu près 19h30 ce soir-là. Il y a des gens, on le sait, sur l'hôtel Hilton Bonaventure, et il y a une piscine dans laquelle les gens peuvent se baigner à longueur d'année. Donc, vers à peu près 17h30, les gens remarquent au-dessus de l'hôtel une série de lumières ambre, 7 ou 8 lumières, qui forment une couronne complète. À ce moment-là, il faut savoir qu'on a une couche nuageuse sur Montréal qui est à peu près de 1000-1500 pieds d'épaisseur. Je parle en pieds parce que les rapports d'Environnement Canada étaient en pieds à l'époque. Donc, on a à peu près une épaisseur de nuages de 1500 pieds. C'est une importante couverture de neige et de nuages qui sont remplis de neige. Et à ce moment-là, donc, les gens voient cet objet qui est sous la couverture nuageuse. C'est très important ici. Il est sous la couverture et on va le voir au gré de l'évolution de la soirée. L'objet va peu à peu disparaître dans cette couche nuageuse qui descend sur l'hôtel Bonaventure. Donc, vers 19h30, les gens voient cette couronne de lumière, 7 ou 8 lumières ambre, et au centre, une sorte d'objet un peu plus sombre, mais comme les lumières sont si brillantes, on n'arrive pas vraiment à distinguer cette masse. Évidemment, très rapidement, le personnel de l'hôtel, maîtres nageurs, maîtres nageuses sont informés, le personnel de l'hôtel sont informés, et bientôt, le toit, la terrasse de l'hôtel Bonaventure grouille de gens. On décide finalement de contacter les autorités. En fait, un policier, François Lippé, de la police de la CUM, a déjà été informé de l'incident. Il se rend à l'hôtel Bonaventure, et évidemment, à ce moment-là, il croit essentiellement arriver et prendre un relevé d'observation. Et lorsqu'il arrive, il est lui-même témoin du phénomène. Il va contacter son supérieur, Robert Masson, et là, il dit, écoute, je vois réellement quelque chose, il y a quelque chose au-dessus de l'hôtel. Et peu à peu, donc, les policiers de plusieurs voitures vont être dépêchés à l'hôtel. Les policiers se retrouvent sur le toit et sont eux aussi témoins de la manifestation. Robert Masson, qui un peu est la tête dirigeante de tout ce petit groupe, va remplir un rapport qui encore aujourd'hui est en fait le pouls même de l'observation, rapport qui traduit bien les événements tels qu'ils se sont produits. Donc Masson arrive et lui, évidemment, la première réaction, c'est d'essayer de contacter les aéroports, voir est-ce qu'il y a un objet en vol au-dessus de Montréal, communication à l'aéroport de Dorval, communication à l'aéroport de Saint-Hubert, un aéroport militaire à l'époque. C'était avant le démantèlement en fait des installations militaires à l'aéroport de Saint-Hubert. Et là, on lui confirme en fait qu'il n'y a rien au-dessus de l'hôtel Bonaventure, aucune détection radar, aucun objet apparent. Même l'aéroport de Dorval, on lui dit il y a un avion cargo en ce moment qui survole Montréal et Masson, de son point d'observation, voit distinctement l'avion passer sous cet ovni qui est au-dessus de la salle. Et là, au fur et à mesure que la soirée avance, Masson, à un moment donné, se dit, bon, écoute, le ciel est et il y a aucune règle à remplir lorsqu'il s'agit d'un ovni. À tout le moins, la CUM, la police de la CUM à l'époque, n'ont aucune règle à suivre. Et là, Masson se dit, écoute, le ciel est de juridiction fédérale. Appelons nos collègues de la GRC pour voir si eux savent à quoi s'en tenir. Et effectivement, à la GRC, on l'informe qu'il y a une procédure en matière d'ovni et qu'un agent de la GRC va se rendre sur place. Vers à peu près 20h30, 21h, Luc Morin de la GRC se présente sur place. Lui aussi voit le phénomène. Donc là, on a tout un groupe de policiers, des agents de la GRC. Et à ce moment-là, notre fameuse couche nuageuse a commencé à descendre sur Montréal. Le plafond nuageux se trouve à peu près à 2000 pieds et l'objet, lui, a commencé à disparaître. À ce moment-là, au moment où les policiers, l'agent Luc Morin arrive, il y a à peu près 2 lumières qui sont encore visibles. Il faut comprendre que l'objet est un peu comme axé vers le sol. Il n'est pas tout à fait plat, il est un peu placé
ça un peu comme s'il oscillait, et il y a 2 lumières qui sont encore bien visibles sous le nuage. Le restant des autres lumières sont bien visibles à l'intérieur du nuage. Elles éclairent l'intérieur du nuage. Ça, c'est très important parce que tu vas le voir. À ce moment-là, il y a un journaliste, un photographe de la presse qui va débarquer sur place. Il s'agit de Marcel Laroche et un collègue. Ils débarquent sur place, voient le phénomène et prennent une photographie. En fait, ils vont en prendre plusieurs, mais une d'entre elles va être particulièrement bien réussie. Comme on connaît la hauteur des nuages, comme on connaît également la hauteur de l'objet, puisque l'objet est à moitié dans le nuage, donc on suppose qu'il est à la fête des nuages, et comme on connaît la grosseur de l'objet sur le négatif original et qu'on connaît la longueur focale utilisée par Marcel Laroche pour prendre sa photo, on va pouvoir éventuellement déterminer la dimension de cet objet. Donc tout ça pour dire que donc on a vers à peu près 23 heures, l'objet n'est plus visible, la masse nuageuse l'a recouvert. Moi, lorsque j'arrive sur place, parce que des gens m'ont téléphoné ce soir-là, ils ont me dit, il y a un truc au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Oui. J'arrive sur place, il est à peu près 23 heures. Je vois les policiers qui quittent les lieux. Je parle un peu avec Robert Masson. Et lorsque j'arrive sur le toit, il y a Lynn Saint-Pierre, qui est maître nageuse à l'hôtel, qui me parle de l'objet. Il y a aussi un type qui s'appelle Albert Sterling, qui était directeur de la sécurité. Donc, eux me racontent ce qui a été observé. Ce qui est malheureux dans l'histoire de l'OVNI de la place Bonaventure, et on va le voir parce que ça, c'est très dommage. Lorsqu'un incident comme celui-là se produit, il est normal que les médias se tournent vers l'intelligentsia pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Malheureusement, lorsque l'on se tourne vers ces gens qui ont souvent des préjugés par rapport aux phénomènes inexpliqués et mystérieux, souvent leurs commentaires traduisent ces préjugés et n'ont rien à voir avec ce qui est observé. Et j'en donne quelques exemples. Et au lendemain de l'observation, on contacte un type, Marc Gélina d'Environnement Canada, et Gélina nous dit, écoutez, à cause de la couverture nuageuse sur Montréal, il est certain, et je le dis, là, je le répète, il est certain que l'objet observé n'était pas une aurore boréale et ce n'était pas non plus une planète. Donc, il ne reste que le reflet de source lumineuse de Montréal sur la couche nuageuse. Et on sait à ce moment-là que le mille de la Gauchetière, l'édifice voisin de l'hôtel Hilton Bonaventure, était en construction. Donc, c'était probablement les lumières de la grue, parce qu'il y avait une grue sur le mille de la Gauchetière. Donc, ce sont sans doute les lumières de cette grue qui éclairaient les nuages, d'où cette présence de l'OVNI. Alors, je t'ai remis devant toi une page du rapport de la police de la CUM. Ça, c'est sérieux. Et je vais te demander de lire ce petit passage, s'il te plaît. Vous êtes constable, hein? Ben oui, le constable. Donc, le beigne, le café et la moustache. Arrête donc, toi, tes préjugés. T'es plein de préjugés, hein? Je sais. NB, notez bien, ça? Ouais, c'est après la fin du rapport. Il dit, croyant qu'il pourrait s'agir des faisceaux lumineux qui pourraient provenir du chantier de construction du mille de la Gauchetière, référence grue illuminée par de gros projecteurs. Nous avons fait éteindre ces projecteurs. Après que tout soit éteint, on pouvait encore remarquer 2 faisceaux lumineux au même endroit que l'objet observé. Et là, ce que tu viens de lire, c'est un extrait du rapport de police. Et pourtant, cette histoire de lumière sur la grue est continuellement ramenée par les sceptiques pour dire les lumières au-dessus de l'hôtel Bonaventure, c'était les lumières de la grue du mille de la Gauchetière. Mais ils ont fait éteindre les policiers ont fait éteindre les... Et ça nous montre bien que ces gens-là lancent comme ça dans le public des explications sans même vérifier des sources. Curieusement, le même jour où ce type nous dit il y avait trop de nuages pour que ce soit une aurore boréale et trop de nuages pour que ce soit une planète, donc ça devait être une grue, le même jour, Robert Lamontagne, qui est astrophysicien à l'Université de Montréal, lui nous dit l'OVNI de la place Bonaventure, c'était une aurore boréale. Pourtant, on a une couverture nuageuse de 1500 pieds d'épaisseur au-dessus de la ville. Comment pourrait-on voir une aurore boréale avec 1500 pieds d'épaisseur de nuages? Je ne sais pas. Donc, tu vois, ces gens-là ne vérifient pas leur information. Ils lancent n'importe quoi, tant et si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle à l'homme de la rue de l'OVNI de la place Bonaventure, ces gens-là ont tous leur explication, c'est de nous dire « Ah oui, j'ai lu quelque part que c'était les lumières de la grue du mille de la Gauchetière » ou bien « Ah, ça devait être une aurore boréale » ou « Ça devait être une planète ». En même temps, Christian, oui. Ça n'existe pas, les extraterrestres. Bon, voilà. Le problème dans le cas, sans parler d'extraterrestres, il y a eu un événement assez intéressant dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure. Comme je l'ai mentionné en début de chronique, un homme d'affaires, Bernard Guénette, sort de son bureau, voit le phénomène, il m'appelle le lendemain, il me dit, écoute, est-ce que tu as de l'information là-dessus? Je discute avec lui, et il me dit, écoute, moi, je suis prêt à faire des démarches. Si ça coûte des sous, je vais payer, puis faisons-le. Alors, qu'est-ce que ce Bernard Guénette a fait? Il faut dire que c'est un homme d'affaires qui est intéressé par la question des ovnis. Donc, il a colligé l'ensemble de tous les rapports, documents colligés sur le terrain par les ufologues de l'époque. Il a pris ces informations. Il a contacté un chercheur du centre spatial NASA Ames en Californie, un type qui s'appelle Richard Hines.
Richard Rhines est un gars qui s'intéresse à la question des ovnis. Entendons-nous bien là-dessus. Donc, il dit, Hines a écrit plusieurs livres sur les ovnis, mais c'est quand même un spécialiste de l'optique. Donc, Richard Hines dit à Bernard Guénette, envoie-moi l'information et on va analyser cette information. Ils vont utiliser cette information. Ils vont également numériser la photographie prise par Marcel Laroche. Et en fait, 1 an et demi après, ils vont publier un rapport connu dans le milieu des ufologues comme étant le rapport Guénette-Hines. Et ce rapport nous dit que l'objet observé au-dessus de Montréal était bel et bien un objet physique. C'était pas un reflet dans les nuages. Cet objet-là, selon les estimations les plus conservatrices, faisait 540 mètres de diamètre. Oh, c'est-à-dire l'équivalent de 5 terrains de football. On n'a pas d'explication. Le rapport ne nous parle pas d'extraterrestres. Le rapport nous dit l'existence ou la présence d'un grand objet volant non identifié au-dessus de Montréal reste à ce jour inexplicable. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, ça reste inexplicable. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. Christian Page, merci. C'est toujours un plaisir. Merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle demain dès midi. Il y a Paul Oud qui suit après cette pause.